Et puis, on a la chance d'avoir un grand invité aussi aujourd'hui. Oui. 13h01, Élie. 13h01, on peut commencer. Alors, je vais vous présenter déjà, on fait partie de Alter Ego. Alter Ego, c'est une coopérative d'une vingtaine de consultants qui sont répartis Cohésion. sur toute la France. Cohésion internationale. Alter Ego, c'était avant. Ah mince, pardon. C'est un peu de stress du coup. C'est de Cohésion internationale, désolé. On travaille sur l'accompagnement à la transformation des organisations vers un modèle humaniste et efficient. Donc aujourd'hui, on co-anime ces webinaires à trois avec Nathalie, qui aujourd'hui s'occupe de la technique, moi qui m'occupe de la partie animation. Yanis sera notre intervenant et apportera son expertise. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité prestigieux qui va nous apporter un témoignage. C'est Jérôme Fessard. Alors, Jérôme, bonjour. Tu es un chef étoilé. Tu as travaillé dans plusieurs restaurants et palaces parisiens, dont l'hôtel de Carillon, le Pétrus, le Lancaster ou le Lausanne Palace et j'en passe. Je vais te laisser la parole pour 5 minutes pour que tu nous apportes ton témoignage, ton rapport à la hiérarchie. Comment est-ce que ça a évolué pour toi? Je te signifierai par ce signe quand il te restera 1 minute de parole et par celui-là quand il te restera à peu près 10 secondes, il faudra que tu laisses la parole. C'est à toi. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je fais un petit témoignage sur effectivement le rapport à la hiérarchie dans la restauration et dans la gastronomie, la haute gastronomie. Alors, chef étoilé, oui, puisque effectivement, j'ai dévié, vous verrez que j'ai dévié mon parcours. Le rapport à la hiérarchie dans la haute gastronomie est quelque chose d'assez délirant. De 16 à 43 ans, j'ai passé ma vie dans les étoilés, dans les palaces. À 23 ans, je suis rentré donc comme sous-chef à l'hôtel de Crillon, donc c'est un palace sur les places de la Concorde à Paris. Et à 27 ans, j'avais ma première place de chef dans un autre palace au Lancaster, sur les Champs-Élysées. La hiérarchie est quelque chose d'assez, je dirais, morbide dans la restauration. C'est quelque chose d'assez morbide. Oui, dis-moi. Est-ce que tu pourrais illustrer concrètement comment est-ce que ça s'exprime concrètement? Alors, ça s'exprime qu'il faut toujours être le meilleur. Il faut toujours être le meilleur, il faut toujours être plus, toujours faire plus. Et donc, marcher, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais marcher un peu sur les autres. C'est-à-dire qu'il faut prendre la place d'un autre pour avancer. Et ça ne se fait jamais dans de bonnes conditions et du moins très rarement. Donc, il faut toujours se mettre en avant, être en avant, se positionner devant quelqu'un pour être remarqué et pour… voilà, c'est une compétition. Je vois effectivement milieu ultra compétitif, c'est vraiment une compétition, mais sans faire de sentiment. Ma première place de sous-chef, je l'ai eue en regardant un chef et en lui disant que le sous-chef en question était mauvais et que je voulais sa place. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Par la suite, c'est un milieu qui est bien rémunéré, mais on achète votre vie. Donc ça veut dire qu'il faut un investissement, il faut s'investir dans le poste énormément, et ça coûte la vie privée en règle générale. Enfin, du moins moi, c'est ce qui a été mon cas. Et comment est-ce que ça a évolué après? Alors, qu'est-ce qu'a fait? Est-ce qu'il y a eu un changement à un moment donné? Et qu'est-ce qui a fait? Voilà, en fin de compte, c'est pour ça que c'est très personnel. C'est que moi, j'étais devenu quelqu'un de relativement imbu de ma personne, de colérique.
et donc pas forcément très sympa, loin de là. En fin de compte, moi, j'ai perdu mes parents, j'ai pas pu les accompagner et ça m'a coûté mon mariage. Il arrive un moment où les gens qui sont autour de vous ne vous suivent plus parce que la popularité, c'est bien, être connu, c'est bien. Je vois, est-ce la rançon du succès? Je ne sais pas, chacun le vit différemment. Il y a des gens pour qui, effectivement, et des chefs que je connais qui vivent ça très bien, parce que, et puis on en voit à la télé d'ailleurs, parce qu'ils ont un melon comme ça et qu'ils le vivent bien. Ça n'a pas été mon cas. Moi, justement, ça a été un élément déclencheur où il a fallu que je me remette en question parce que ne plus avoir de rapports sociaux normaux avec ses collaborateurs, avec son entourage, a été quelque chose de mortifère pour moi. Voilà. Donc, c'est malheureusement Oui. Quel changement est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que dans ta façon de travailler, est-ce qu'il y a un moment, tu as trouvé un moyen de sortir de cette compétition et de plus coopérer? Alors non, en fin de compte, moi j'ai fini par faire un burn-out tout simplement. Voilà, il est arrivé un moment où la haute gastronomie, c'est un milieu compétitif, mais c'est également, comment dire, c'est un milieu créatif. Et en général, quand on n'arrive plus à créer, on est mangé par les gens qu'on s'est évertués à former avant. C'est compliqué comme situation parce qu'en fin de compte, en tant que chef, vous passez votre temps à former des sous-chefs qui, eux, vont aller faire exécuter ce que vous avez demandé aux équipes, mais voilà, mais dès qu'ils peuvent, ils prendront votre place. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette compétition du toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut être le plus gentil, il faut être le plus méchant, il faut être le meilleur, il faut travailler le plus longtemps. Vous n'avez pas le droit à grand-chose. Voilà. Ok, merci Jérôme pour ce témoignage. Je vais maintenant passer la parole à Yanis Camus. Pendant son intervention, je vais lui laisser la parole pour 10 minutes. N'hésitez pas à lui poser des questions dans le Q&R, les questions-réponses, et on y répondra après ces 10 minutes d'intervention. Yanis, c'est à toi. 10 minutes, Élie, c'est ça? Ça, Élie? 10 minutes, ouais. Ok, c'est parti. Bon, d'abord, je voulais remercier Jérôme parce que ton témoignage est hyper fort. C'est pas une histoire, là. Enfin, c'est ton histoire, mais c'est pas du cinéma. C'est vraiment ce que tu as vécu et merci de nous avoir partagé ça. Et ça fait une belle introduction à ce webinaire sur, vous entendez? Ouais, sur le partage du pouvoir dans les organisations. Alors, j'avais envie de commencer avec je vais vous partager mon écran avec un premier dessin que je trouve aussi assez symptomatique de ces questions. C'est oui, pour se partager le pouvoir, pour que les salariés aient un peu de pouvoir, on a créé les syndicats. Et puis là, on voit qu'il y a plusieurs postures de syndicats en France. Donc, voilà, c'est assez humoristique, mais ça pose un petit peu la problématique d'emblée. Et puis, si j'ai décidé de faire ce webinaire sur ce sujet, c'est parce que je trouvais que c'était vraiment d'actualité. En ce moment, alors on est tous organisés de manière très pyramidale et centralisée, avec un gouvernement qui prend toutes les décisions à notre place en ce qui concerne le Covid. Et j'ai l'impression, au travers en particulier des réseaux sociaux, de toutes les réactions que je vois, que finalement, personne n'est d'accord et que ça devient une foire d'empoigne. Mais malgré tout, on est quand même un très grand nombre à respecter les règles qui nous viennent d'en haut. Alors, j'ai l'impression que ce système est un petit peu en fin de vie. Et finalement, je ne vais pas parler du système politique aujourd'hui, mais je m'en inspire en introduction simplement pour vous parler des systèmes d'organisation de nos organisations, qu'elles soient très petites, moyennes, grandes, et qui finalement, pour la très grande majorité, sont calquées sur ce système qu'on connaît, qui est le système pyramidal. Alors, mais justement,
On va commencer avec une petite pointe d'humour, mais c'est un petit peu de l'humour noir, vous allez voir. Tac, 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 je repartage mon écran, puisque voilà dans quel type d'organisation au pluriel on vit. Alors, je lis, si vous ne voyez pas bien ce qu'elle écrit. Quand ceux du haut regardent en bas, ils ne voient que de la merde. Et quand ceux du bas regardent en haut, ils ne voient que des trous du cul. Alors, bon, j'aimais bien l'image parce qu'elle est rigolote, mais en même temps, elle pose bien la problématique de nos organisations pyramidales. C'est comme si finalement, le design en forme de pyramide de nos organisations était responsable de la manière dont on se voyait les uns les autres. Et en fait, on va le voir tout à l'heure, grâce à la psychologie sociale, c'est pire que ça. Ces designs vont avoir une influence sur notre manière de nous comporter. C'est un peu ce que racontait tout à l'heure Jérôme. Dans son organisation, le fait d'être devenu chef tout en haut de la pyramide, eh bien, ça induit chez lui intuitivement, inconsciemment, des comportements qui ne sont pas forcément ceux qu'il aurait voulu avoir, mais c'est ceux qu'il a eu finalement. Et vraisemblablement que toi, tu voyais pas mal de merde lorsque tu voyais voilà tout ce qui se passait pas comme tu voulais. Et les gens du haut de la pyramide sont ceux qui ont le plus de pouvoir, donc effectivement, ils ont tendance à être déçus de ce qui se passe en bas. Et puis les gens du bas ne sont pas forcément d'accord avec les décisions qui sont prises en haut. Et dans ce cas-là, bah oui, ils se retournent contre leur hiérarchie en les traitant, bon, ici, trou du cul. La réalité est un peu différente, mais vous voyez quand même à quoi on fait référence. Alors maintenant, je voulais vous montrer une pyramide plus conventionnelle. Vous voyez en noir les petits bonhommes et les petites bonnes femmes qui sont organisés de manière très classique dans une pyramide absolument classique. Mais vous voyez apparaître en couleur les vraies relations qu'il y a entre eux. Donc en fait, ça devient le bazar. La pyramide, elle essaye d'apporter de l'ordre pour créer une forme d'efficacité dans l'organisation. Et les relations humaines entre les gens que vous voyez en couleur, là, eh bien, ce sont des tentatives individuelles d'exister et d'exprimer son pouvoir. Parce qu'au-delà de la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres, eh bien, il y a des choses qui vont se traduire dans le boulot et qui vont fausser l'organisation pyramidale. Donc, on voit bien que on n'est pas des robots, on est des êtres humains, des êtres sociaux, et que toutes nos relations interpersonnelles en dehors du boulot et même dans le boulot, hein, le fait qu'on va plutôt apprécier un tel ou un tel, qu'on va réussir à bien se positionner vis-à-vis de notre chef, etc., ça va induire des comportements qui finalement sont différents de ce qui est attendu par la pyramide. Donc la pyramide a des conséquences plutôt nocives, on l'a vu tout à l'heure, sur nos comportements individuels, et les relations qu'on crée en dehors, elles aussi vont accentuer le problème. Alors, malgré tout ça, j'avais envie de vous dire que nos organisations pyramidales, et cette forme d'organisation qui est pyramidale, est responsable à la fois, c'est pour ça que j'ai mis ce dessin, de tout plein de belles choses. Bon, alors là, on voit les éoliennes, mais c'est qu'un exemple. On pourrait prendre toutes les découvertes dans tous les domaines finalement de la vie, que ce soit de l'urbanisme, de la santé, de la culture, enfin de tout un tas de domaines auxquels sont liées nos vies d'êtres humains. Eh bien, tout ce qui nous entoure est le résultat de l'intelligence collective pyramidale. Donc, c'est une forme d'intelligence collective qui est ultra puissante, malgré ce que je viens de dire tout à l'heure. Et par contre, ce qu'on voit dans le bas de ce dessin, c'est que cette forme d'intelligence collective est aussi responsable de grands désastres, de comment dirais-je, la répartition des richesses qui est absolument dramatique sur cette terre. Il y a plein de gens qui n'ont pas à manger, pendant que d'autres possèdent des milliards. Le réchauffement climatique, la pollution, j'en passe et des meilleurs, peut-être la gestion du Covid, etc. Bref. Donc, cette forme d'intelligence collective, elle est limitée. Et pour pouvoir sortir et faire face aux problèmes, aux aléas que nos organisations doivent comment dire, dépasser, eh bien, il va falloir qu'on change de forme d'intelligence collective. Alors, le pouvoir, c'est bien d'en parler, mais de quoi on parle? Parce que c'est un mot qui est souvent mal perçu. Eh bien, dans les organisations, il y a ces 5 pouvoirs-là, au moins, qu'il est important de considérer. Le pouvoir d'expression. En effet, dans certaines organisations, il y a des gens qui n'ont même pas ce pouvoir-là, qui sentent qu'ils ne peuvent même pas s'exprimer face à leur hiérarchie ou à leurs collègues.
Voilà, c'est pas possible. Parfois parce qu'ils sont minoritaires, ils ont des idées différentes et du coup, difficile pour eux de s'exprimer. Parfois parce qu'ils sont introvertis et que naturellement, ils ont du mal à prendre la parole alors qu'ils ont de bonnes idées. Il y a un deuxième pouvoir qui est le pouvoir de comprendre. Et pour ça, il faut qu'on nous donne les informations. Si on n'a pas les infos, on ne peut pas comprendre. Le pouvoir de faire des propositions. Si j'ai des idées, je suis un peu créatif, j'ai envie d'améliorer les choses, il faut que je puisse être entendu et faire autant de propositions que je veux et qu'elles soient prises en compte. C'est une chose de faire les propositions, mais si elles ne sont pas prises en compte, alors j'ai pas de pouvoir. Et puis, il y a le pouvoir d'être protégé. Si une décision qui vient de ma hiérarchie dépasse mes limites personnelles ou va avoir des conséquences très fâcheuses sur moi, il est important que je puisse dire stop et me protéger. Et puis enfin, ce qui va me permettre de me sentir dans une ambiance vraiment sereine dans mon équipe, eh bien, il faudrait que je puisse utiliser mon pouvoir de soutenir et d'être soutenu. Voilà, donc ça, ce sont les 5 formes de pouvoir dont je parle ce matin. Et ce pouvoir-là, il est super positif. Donc, on va rechercher dans nos organisations, enfin l'idéal, ce serait de rechercher à empuissancer, à rendre de plus en plus puissants les personnes pour qu'elles aient tous ces pouvoirs-là, qu'elles puissent les exercer. Alors, je voulais avancer avec ça. 5 symptômes d'une organisation qui va mal. Lorsqu'il y a déresponsabilisation, alors si on concentre le pouvoir à un endroit plutôt dans le haut de la pyramide, bah, les autres vont se sentir déresponsabilisés, du coup dévalorisés, du coup vont être démotivés et ils peuvent finir en dépression, en burn-out. Lorsqu'il y a des tensions dans les organisations, et il y en a toujours, et qu'elles ne sont pas gérées, alors il y a une perte d'énergie. Lorsque l'organisation devient trop complexe, parce qu'on l'a vu, il y a l'organisation pyramidale, mais il y a les relations interpersonnelles, il y a les tensions qui ne sont pas gérées et tout ça devient trop complexe. À ce moment-là, il y a une perte énorme d'efficacité. Lorsque nos réunions sont inefficaces, eh bien, on a du mal à prendre des décisions. Et parfois, lorsque les décisions sont prises, eh bien, c'est le point 5, elles ne sont même pas suivies, donc il y a une perte de sens globale. Hop, et ça viendra après. Donc, je suis à 1 minute, ce qui m'arrive à 9 minutes, pardon, ce qui ne m'arrive quasiment jamais d'être en avance. Mais j'aimerais peut-être, je vais vous mettre des liens dans le chat. Je vais repartager, alors je repartage mon écran parce que je voulais quand même finir avec ça rapidement. Parce qu'il me reste 1 minute. Voilà. Vous montrer, je vais couper le son, hop, mais vous montrer que tous les comportements qu'on a sont également liés à des choses que la psychologie sociale a étudiées. Entre autres, cette vidéo, elle nous montre comment on se conforme au groupe. Alors, je vais vous mettre tout à l'heure, pendant le sondage, on va vous poser un petit sondage, je vais vous mettre le lien dans le chat, vous pouvez cliquer dessus, et puis vous aurez ça aussi dans le mail que vous recevrez dans 2 jours avec le replay. Donc, dans cette expérience, on a une jeune femme qui est dans une situation un peu surprenante, mais qui va se conformer à ce que fait le groupe. Je vais vous mettre une autre vidéo encore plus intéressante, puisque la première est très rigolote, mais celle-ci est vraiment intéressante, elle est plus longue. C'est une vidéo, un reportage d'Arte qui montre la même chose, comment les uns et les autres, on se conforme pour se faire accepter. Du coup, en se conformant, on perd de notre pouvoir, on perd de notre souveraineté individuelle. Je vais vous partager également, parce qu'on n'a pas le temps malheureusement dans ce webinaire, mais l'expérience de Milgram. Je vous mets ici quelques images où là, la psychologie sociale nous montre autre chose. Il y a autre chose que le conformisme. Ça s'appelle la soumission à l'autorité. Chacun d'entre nous, on se soumet à l'autorité dès lors qu'on arrive dans une organisation où on nous dit c'est un tel le chef. Et dans ce cas-là, il y a un truc inconscient qui se met en place chez nous, c'est qu'on perd de notre souveraineté individuelle et qu'on laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre que nous. Et ça peut aller très loin, puisque Milgram explique que la montée du nazisme en Allemagne était due à cette chose-là, entre autres. Et puis, il y a une autre expérience qui va, elle aussi très loin, qui s'appelle l'expérience de Stanford, et qui montre l'effet Lucifer. Donc, dans cette expérience, vous en avez peut-être entendu parler, on a pris 24 personnes divisées en 2 groupes, et on a dit à la moitié du groupe, vous êtes en prison, et à l'autre moitié, vous êtes les gardiens. Et ça s'est très mal passé, puisqu'il y a eu énormément de violence qui très naturellement s'est mise en place.
Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller regarder tout ça, mais tout ça, c'est pour montrer qu'effectivement, le design de nos organisations, la manière dont on s'organise les uns les autres, va conditionner nos comportements, et tout ça, ça se fait de manière inconsciente. C'était la première partie de mon intervention, et je propose à Nathalie de partager maintenant le premier sondage. Si tu veux bien, Nat. Parce que l'idée, c'est de rendre les choses un peu interactives et de vous proposer de répondre à ce sondage. Alors, je ne sais pas si on va le voir aussi, Nathalie. Ouais, super. Donc, ouais, voilà, vous avez le sondage qui apparaît. On vous laisse à peu près 1 minute pour y répondre. Et est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que vous n'avez pas osé dire des choses par soumission à l'autorité d'autrui? Est-ce que vous avez déjà accepté de faire des choses qui dépassaient vos limites face à une autorité? Est-ce que vous avez déjà omis d'exprimer des choses en étant impressionné devant un ou une responsable? Est-ce que vous êtes déjà senti comme le méchant petit canard et vous ne saviez pas comment changer cela? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir apprécié là où vous travaillez? Est-ce que vous êtes déjà vu vous conformer pour vous faire accepter dans un groupe? Donc, vous cliquez uniquement si vous êtes concerné par la question. Si vous n'êtes pas concerné, une fois, vous ne cliquez pas. Je suis étonné de certains résultats. C'est bon, là, peut-être… Hop. Ok, merci. Du coup, je reviens vite fait sur les résultats, Elie. Ouais, je te laisse commenter. Tu as 1 minute même pour commenter. Ok, alors vous êtes… Ouais, les résultats sont assez surprenants. Donc, à part les 80% de gens qui disent qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de se sentir appréciés là où ils travaillent, ce qui suppose que 20% pour qui c'est pas important. Bon, je suis surpris, moi je fais partie des 80%. Mais sinon, alors c'est assez contrasté. En fait, vous êtes environ 50% à avoir répondu de manière positive aux autres questions, sauf à la question « J'ai déjà accepté de faire des choses qui dépassaient mes limites face à une autorité », vous n'êtes que 31%. Alors, la théorie veut que nous soyons beaucoup plus que ça, en fait. Et que si on revoyait tout le fil de notre vie, on verrait que finalement, effectivement, il y a plein de moments dans notre vie, alors, si on a travaillé dans ce type d'organisation, où des gens nous ont demandé de faire des choses et que ça dépassait nos limites et qu'on n'a pas osé le dire. Voilà. Bon, alors ça, c'est la théorie, c'est pas du 100% forcément. Mais en fait, si je vous ai posé ces questions-là, c'est pour vous permettre à chacun d'être plus conscient de tout ça, si vous ne l'étiez pas déjà, et puis de regarder cet après-midi, quand vous allez reprendre le boulot, demain, etc., qu'est-ce qui se passe? Et dans mes relations avec ma hiérarchie, ou même avec mes collègues, avec le groupe majoritaire dans mon organisation, qui a tendance à diriger un peu les choses, parfois c'est pas forcément la hiérarchie, eh bien comment je me comporte, est-ce que je me conforme, est-ce que je me soumets à cette autorité, ou bien est-ce que j'ose être souverain, dire mon opinion, dire quand je suis pas d'accord, etc. Et si je le fais, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a de l'écoute en face pour que ça se passe bien? Ça, c'est pas gagné, mais on va voir dans la deuxième partie. Peut-être on peut passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la partie Q&R et pas dans le discussion ou le chat, c'est plus pratique pour s'organiser. Alors, il y a Patrick qui a posé la question, la rivalité est-elle forcément présente sur tous les niveaux? Sur un des schémas que tu montrais, elle était représentée qu'à un seul niveau. Yanis, Bon, j'ai pas trop de réponse à ça. Je pense que la rivalité, elle peut se faire effectivement à tous les niveaux, entre les niveaux. Enfin, c'est complexe. Et la rivalité, c'est un petit peu ce que nous racontait Jérôme tout à l'heure. Elle se fait entre les individus. Parfois, c'est même pas en lien avec la notion de hiérarchie. C'est juste entre deux individus qui ont des personnalités différentes, qui fonctionnent de manière différente, qui ont du mal à travailler ensemble, à s'écouter, à se comprendre. Et la rivalité, elle apparaît là assez rapidement. Ok, merci. Laurent qui demande s'il n'y a pas aussi dans les pouvoirs le pouvoir de décision. Où est-ce qu'il est le pouvoir de décision?
Je comprends pas trop la question, à vrai dire. Bien sûr que le pouvoir de décision est un... Ah oui, dans mon schéma, peut-être avec les 5 pouvoirs. Oui, effectivement. Alors, c'est un des pouvoirs qui est hyper important, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment je participe à la prise de décision. Soit, enfin, il y a deux manières, c'est en faisant des propositions. Ça peut être aussi, alors en réagissant aux propositions des autres qui sont faites, et puis en espérant que mes réactions vont être prises en compte. Mais du coup, ça fait partie du pouvoir d'expression, Laurent, tu vois. Et puis, dans la prise de décision, il y a aussi ce truc qui est important, c'est lorsque quelqu'un d'autre me fait une proposition, si cette proposition dépasse mes limites, est-ce que je peux poser mes limites? Est-ce que je peux dire, ben, en fait, non, là, ça va pas être possible, j'ai une objection, parce que les conséquences sur moi, ou peut-être sur d'autres, ou sur le groupe, ou sur le projet, vont être tellement fâcheuses qu'il est important que je pose ma limite et que je dise non. Voilà, voilà. Je vais en parler tout à l'heure de la notion d'objection, mais voilà. Donc oui, tout à fait. Peut-être une dernière question. Il y a Maude qui demande comment faire pour faire évoluer les mentalités avec les élus qui souvent sont dans la conquête du pouvoir. Alors Maud, effectivement, le champ politique n'est pas le champ le plus simple parce que comme tu le dis, ils sont dans la quête du pouvoir. En fait, la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui, alors la politique avec un petit P, hein, pas la politique avec un grand P, mais cette politique-là, c'est un jeu de compétition. Donc, on a face à nous des compétiteurs. Alors, ça dépend à quel niveau. Si on est à un petit niveau local, c'est pas toujours le cas. On a des gens qui sont pas forcément là-dedans. Mais plus on monte dans les sphères de pouvoir, plus on a face à nous des gens qui prennent plaisir à jouer un jeu de pouvoir, un jeu de compétition. Et du coup, changer les mentalités de gens qui prennent plaisir à jouer à ce type de jeu pour les amener dans un jeu plutôt de la coopération, bah, tu as raison, ça va être très compliqué. Alors, j'ai pas de solution toute faite. L'idéal, ce serait de les inviter à des webinaires comme celui-ci pour commencer, à des conférences. Et puis, il y a un truc qui permet vraiment le changement. Et dans l'histoire de Jérôme, c'était ça aussi qu'il racontait, c'est la souffrance. Donc, si les élus vivent des grands moments de trahison, comme c'est souvent le cas, hein, on a vu Macron qui trahit Hollande, etc. Il y a beaucoup de trahison dans le champ politique. Eh bien, ces gens-là, à un moment donné, vont tellement souffrir qu'ils vont avoir envie d'aller vers du changement. Et c'est peut-être là, lorsqu'ils sont connectés à leur fragilité, qu'ils vont être le plus à même de s'intéresser à ce dont je vais parler dans un instant. Voilà, j'ai vu ton signe, Elie, donc je raccourcis. Oui, raccourci. Oui, parce qu'il y a déjà 30, on a un petit peu de retard. Maintenant, je vais vous inviter à lever la main s'il y en a des personnes qui veulent réagir à ce qu'on se dit, qui ont été d'accord ou au contraire qui ne sont pas d'accord avec quelque chose qui a été exprimé. On va vous donner la parole, peut-être à une ou deux personnes rapidement et essayer de le dire de façon synthétique. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse exprimer des désaccords ou des accords, mais on ne veut pas rentrer dans un débat. Ce n'est pas l'idée. Donc, vous avez la possibilité de lever la main. Si on a la... Alors, il y a Émilie Mandar qui a la main levée depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est juste une erreur de manipulation ou tu voulais prendre la parole, Émilie? Ok, donc a priori, c'était une erreur de manip. Sinon, est-ce que tu peux expliquer comment faire pour lever la main? Est-ce qu'il y aurait des... Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Lever la main, c'est que je ne l'ai pas à l'écran, mais normalement, dans la barre du bas, à côté de QR et de... Je ne sais pas si vous avez participant, vous avez la possibilité de lever la main. Il y a Nelly, par exemple, qui vient de lever la main. Ok. Que... Je donne la parole à Nelly. Et il va falloir activer ton micro, Nelly. Ah. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon? Yes. Oui, moi je voulais demander si, en fait, parfois on est dans des organisations, on a un pouvoir mais qui est limité. Et la remarque que je faisais, c'est est-ce qu'on peut faire du circulaire, on va dire du cercle, dans une pyramide? Parce que on a toujours un pouvoir à un endroit, mais on ne peut pas tout changer. Mais est-ce que dans vos expériences d'accompagnement, vous vous rendez compte que quelle que soit la place qu'on occupe, on a quand même un pouvoir de diffuser ou de rayonner à un endroit, même si ça ne change pas tout le système? C'est une petite question. Mais oui,
C'est dommage qu'elle arrive maintenant. Ce que je vous invite à faire, c'est à garder votre question et peut-être à la reposer. Il y aura un deuxième temps pour les questions. Là, c'est vraiment plus un temps pour les réactions. Et, moi, tu veux répondre rapidement, Yanis? Non, je ne veux pas répondre rapidement, juste pour dire que ma deuxième partie risque de répondre. Et puis qu'entre 14h et 14h30, pour ceux qui souhaitent rester plus longtemps avec nous, on se rend disponible pour répondre à de nouvelles questions. Mais normalement, ma deuxième partie devrait y répondre. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait prendre la parole? Il n'y a pas, du coup. Eh bien, Yanis, je te propose d'enchaîner avec la deuxième partie de ton intervention. Tu as 10 minutes. Ouais, bon, j'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. Alors, je vais vous repartager mon écran pour la deuxième partie. En fait, dans cette deuxième partie, je souhaite vous partager, dans un premier temps, des conseils assez simples que vous pouvez tenter de mettre en place tout seul dans votre organisation, sans l'aide de consultants, de formateurs ou quoi que ce soit. Et puis, dans un deuxième temps, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez aller beaucoup plus loin en faisant appel, par exemple, au service d'Alter Ego ou à des gens qui font la même chose que nous, pour tenter de changer les choses encore plus en profondeur. Alors, je ne vois plus que c'est partager mon écran. Voilà. Donc, j'espère que vous les voyez apparaître. Voici 5 conseils simples que j'ai envie de vous donner pour que vous puissiez, dès cet après-midi, dès demain, mettre en place et tenter de faire évoluer un petit peu les choses pour lutter contre les méfaits de cette organisation souvent pyramidale. Et alors, il y a un truc qui est encore pire, parce que tout à l'heure, Nelly parlait des organisations en cercle, etc. Il y a des gens qui refusent la pyramide et puis qui organisent des groupes en disant, voilà, on va se mettre aidez-moi les amis, dans une forme anarchique non hiérarchisée, où il n'y a pas a priori de question de pouvoir. Sauf que dans ce cas-là, ce qui va se passer souvent, c'est que des personnalités plus charismatiques ou voilà, qui ont plus de facilité à se mettre en avant, vont prendre le pouvoir alors qu'elles ne sont pas légitimes, puisqu'on a dit que personne n'avait le pouvoir dans cette organisation-là. Et du coup, ce qui va se passer risque d'être encore pire que ce qui se passe dans nos hiérarchies, où là, tout le monde est un peu au courant de qui est censé être le boss. Alors, j'en viens à mes conseils. La première chose, que vous soyez dans une organisation pyramidale ou justement qui se dit être horizontale, eh bien, mon premier conseil, c'est de prendre conscience des choses dont j'ai parlé tout à l'heure, la soumission à l'autorité, le conformisme, voilà, et puis tous les méfaits des organisations dans lesquelles le pouvoir n'est pas correctement réparti. Voilà, donc observez bien, regardez ce qui se passe pour essayer de mieux comprendre et puis d'affûter votre regard. Si vous êtes partie prenante, souvent, ben oui, c'est votre organisation, donc vous êtes un membre, que vous soyez dirigeant, manager ou tout en bas de la pyramide de l'organisation, eh bien, vous êtes partie prenante du truc, donc c'est difficile parce que nos émotions interviennent, nos croyances, nos pensées, et du coup, ça vient flouter un petit peu tout ça. Donc, l'idéal, c'est d'observer de manière, si possible, neutre, en se mettant en position méta, en gommant nos émotions et nos pensées, et juste en regardant ce qui se passe, en essayant de comprendre. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait de créer des espaces de gestion des tensions avant, alors j'ai mis qu'ils, c'est qu'elles, ne deviennent des conflits, ces tensions. Je fais une différence entre tension et conflit. Une tension, c'est quelque chose d'un peu désagréable, il y a une petite friction entre souvent deux personnes ou deux groupes. Eh bien, si on n'a pas les bons espaces et les bons outils pour gérer ça, pour se comprendre mutuellement, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, ça devient des conflits. Et les conflits, c'est quand il y a des jugements qui sont bien implantés dans la tête des uns et des autres et qu'on n'a plus envie de travailler ensemble. Et souvent, là, il est trop tard. Alors, les organisations font souvent appel à des médiateurs à ce moment-là, une fois que c'est trop tard. Donc, l'idéal, ce serait presque d'avoir un médiateur ou du moins des outils de médiation pour permettre régulièrement de nettoyer les tensions qui sont là, voire il existe des modes de gouvernance un peu nouveaux qui prennent en compte ce genre de choses et qui régulièrement institutionnalisent des temps de rencontre où on va gérer nos tensions avec de bons outils.
Mon troisième conseil, ce serait de développer son écoute. Donc, que vous soyez dirigeant, manager ou un simple collaborateur, eh bien, développez votre écoute des autres. Plus vous allez développer votre écoute et apprendre à essayer de comprendre, c'est pas développer son écoute simplement pour écouter, c'est écouter pour comprendre pourquoi l'autre dit un truc qui est tellement différent de ce que moi je veux. Derrière, il y a des besoins et quand on développe ça, ça fait avancer le schmilblick. Quatrième conseil, c'est d'oser exprimer et dire ses limites, y compris lorsque votre N+5 vous dit de faire un truc et qui va avoir des conséquences absolument fâcheuses sur vous ou sur l'organisation, voilà, dire en fait non, c'est pas possible. J'aimerais bien vous faire plaisir, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas. Parce que regardez ce qui va se passer et ça, c'est pas possible pour moi de l'accepter. Tranquillement, sans s'énerver. Et puis enfin, le cinquième conseil, c'est soutenir vos collègues en espérant que ça se diffuse dans l'organisation et que vos collègues, plutôt que de se faire la guéguerre, comme l'expliquait Jérôme tout à l'heure, petit à petit, ils décident eux aussi de vous soutenir et de se soutenir mutuellement. Donc ça, c'était les 5 conseils simples pour commencer à faire bouger l'organisation. Maintenant, si on veut aller plus loin, eh bien, voilà ce que la sociocratie, qui est un mode de gouvernance qui a été créé dans les années 70-80 par un Hollandais, voilà ce que la sociocratie nous apporte. C'est assez simple. La sociocratie, c'est pas un dogme, c'est pas une recette complète pour dire comment doit fonctionner une organisation ou toutes les organisations, mais elle nous donne, en particulier les 3 premiers points, vous allez voir, des choses assez claires qui vont nous permettre de faire fonctionner des organisations de manière beaucoup plus efficace et dans le respect des êtres humains qui les composent. Donc, le premier point, c'est le cercle. Alors, tout à l'heure, Nelly a commencé à utiliser le mot. Dans un cercle, en sociocratie, c'est un espace où on va prendre des décisions stratégiques ensemble. Donc, une des premières règles que nous amène la sociocratie, je vous le montre là, c'est apposer des cercles qui sont en réalité des réunions mensuelles de prise de décision où toutes les personnes de 2 niveaux hiérarchiques ont participé à cette réunion. Donc, vous voyez qu'en fait, ces cercles peuvent tout à fait s'apposer sur une organisation hiérarchique à la base. Voilà. Et un cercle, c'est 2 niveaux, le chef et son équipe, quoi. C'est les réunions d'équipe classiques, sauf que on va prendre le temps dans ces réunions-là de se dire, on ne parle que du stratégique et on prend les décisions ensemble. On va voir comment tout à l'heure. En tout cas, vous voyez comment c'est constitué. Il y a un animateur, il y a le secrétaire, il y a le manager. Alors, vous voyez d'ailleurs que ça, c'est une petite différence avec les réunions classiques. Le manager n'est pas celui qui anime les réunions. C'est une différence qui est importante. Il ne va pas cumuler le pouvoir d'animation et le pouvoir du chef. Et puis, il va y avoir un second lien, mais on en reparle tout à l'heure. Alors, une manière de faire sociocratie, c'est d'être dans une organisation pyramidale et d'y apposer des cercles sur la pyramide. Mais une autre manière, c'est de concevoir une organisation plutôt de ce type-là. On appelle ça une organisation en pétales. Voilà. Je ne vais pas plus loin, je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour vous donner plus de détails sur tout ça. On verra tout à l'heure dans les questions. Alors après, la manière, ça c'est une chose hyper importante, c'est comment on prend les décisions. Parce que faire un cercle pour se dire on va parler des décisions stratégiques ensemble, bon ok, c'est plus ou moins ce qui se fait d'habitude, même si on mélange stratégie, opérationnelle, politique et tout ça. Là, on va vraiment serrer les choses, on va parler uniquement de la stratégie. Et on va utiliser un process qui est celui-ci. Alors, je ne vais pas vous le dérouler aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais là, d'ailleurs, je vous montre nos visuels qu'on utilise dans nos formations. L'idée, en tout cas, c'est de pouvoir permettre à chacun de déployer son pouvoir de proposition. N'importe quel membre du cercle va pouvoir faire des propositions stratégiques et elles seront toutes prises en compte. Impossible de manipuler le truc ou de mettre de côté la proposition d'un revers de manche avec un petit argument. Non. S'il y a une proposition, elle est soumise à l'animateur qui organise la réunion et qui la soumet à son cercle. On va suivre ce process et à la fin du process, il y a, ce que je disais tout à l'heure, la possibilité pour chacun de dire s'il a une objection ou pas. Donc, une décision stratégique ne peut être imposée à personne dans ce mode de fonctionnement. Voilà, je passe rapidement pour vous parler du troisième point, troisième principe qu'apporte la sociocratie, c'est la mise en place d'un double lien.
Alors, vous voyez qu'il y a un premier cercle A et puis il y a un deuxième cercle B. Et bien, dans le cercle B, si on considère une organisation pyramidale classique, il y a le manager, lui, il fait partie de A et B. Dans le cercle B, il est le manager, le chef, et puis dans le cercle A, il est plutôt un membre et c'est le manager du dessus. Là, vous voyez le petit bonhomme avec sa barbe en haut à droite, qui est son manager à lui. Eh bien, il va être accompagné dans le cercle A par un second lien. C'est une personne qui va être élue par l'équipe du cercle B pour participer aux prises de décision du cercle A. Et dans le cercle A, le second lien, donc c'est le petit bonhomme là, qui a l'air assez jeune et qui est à l'intersection de A et B, eh bien, il aura le pouvoir d'objection comme les autres et il aura aussi le pouvoir de proposition, exactement comme les autres. Et ce qui est important dans la création de ce double lien, c'est que finalement, c'est un vecteur de communication absolument extraordinaire et que lorsque ça fonctionne comme ça, l'organisation, si par exemple un membre du cercle B est mécontent d'une décision qui vient de A, eh bien, il pourra non seulement s'en prendre à son chef, mais aussi à la personne qu'il a élue comme second lien pour dire « mais pourquoi vous avez pris cette décision? C'est pas possible ». Et pour information, alors ça fait pas partie des 4 principes, mais c'est important de le savoir, en mode sociocratique, toute décision peut être remise en cause à condition que la personne qui la remette en cause ait une réelle objection. Et une objection, c'est pas « je suis pas d'accord », c'est pas « j'ai une préférence de faire autrement ». Une objection, c'est si on met ça en place, il va y avoir des conséquences fâcheuses sur moi, sur quelqu'un d'autre, sur l'organisation, le projet ou l'environnement. Et dans ce cas-là, j'oblige l'organisation à repenser la décision, à la retravailler pour enlever les effets négatifs que moi, je vois à cette décision. Alors, je vous en parle hyper rapidement. Je ne sais pas où on en est, Elie, au niveau temps. Ce serait temps de passer au sondage. Mais alors, hyper rapidement, juste pour vous dire que le 4e principe, c'est l'élection sans candidat. Je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps. Mais c'est un mode d'élection lorsqu'on doit mettre quelqu'un à un poste qui est très différent du mode de vote classique où on vote à la majorité. Ça remet vraiment la question de la majorité en cause. Et voilà, bon, je ne peux pas trop détailler, mais si ça vous intéresse, vous poserez ça dans les questions. Voilà, on va pouvoir passer au 2e sondage, du coup, Nathalie. Alors, comment se traduisent ces jeux? Alors, je vois pas tout. Ouais, ces jeux de pouvoir. Comment se traduisent ces jeux concrètement? Ces jeux de pouvoir, ok. Cocher. Alors, j'observe que je me soumets à une autorité dans mon organisation. Je laisse des gens décider pour moi sans me prendre en compte. Est-ce que vous observez que vous êtes accepté ou apprécié, vous conformez à une certaine norme dans votre boîte? Est-ce qu'il est difficile pour vous d'être minoritaire et de l'assumer? Est-ce que dans votre entreprise, toutes vos propositions sont entendues et considérées? Est-ce que votre entreprise est organisée sous forme pyramidale? Est-ce que dans votre organisation, vous pouvez vous exprimer facilement et vous êtes toujours écouté? Est-ce que vous avez du mal à considérer que le mot « pouvoir » puisse être positif, tellement il est lié aux prises de pouvoir les uns par rapport aux autres? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas dire qu'une décision dépassait vos limites? Nathalie, est-ce que tu veux partager les résultats? Peut-être que Yanis va pouvoir les commenter. Ouais. Je vois que vous êtes 30% aussi à considérer que le mot « pouvoir », c'est difficile de considérer le mot « pouvoir » comme étant quelque chose de positif, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai défini des pouvoirs, je pense, 5 pouvoirs qui étaient très positifs, dont on a besoin. Nos organisations, en fait, pour être efficaces, elles ont besoin que les membres soient le plus puissants possible. Si on confère un peu de puissance uniquement à la tête et très peu au corps de l'organisation, l'organisation n'est pas très puissante. L'idéal, c'est que la tête, s'il y a une tête, soit hyper puissante et que le corps soit hyper puissant. Pour ça, il faut mettre effectivement en place des choses, mais plus on va se doter d'outils innovants pour aller vers l'empuissancement de chacun, sans qu'il y ait des jeux de pouvoir, parce que les jeux de pouvoir annihilent le pouvoir. Mais lorsqu'on sort de ça et qu'on se met en mode coopératif et qu'on s'entraide à être de plus en plus puissants les uns les autres, alors l'organisation, forcément, elle va être beaucoup plus efficace
sans parler de la qualité de vie au travail, où bien entendu, les gens vont aller beaucoup mieux et ne termineront plus en burn-out. Alors, mon entreprise est organisée sous forme pyramidale. Tiens, il n'y a que 61% des entreprises représentées aujourd'hui qui sont organisées comme ça. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà nombreux à vivre d'autres formes d'organisation. Et ça ne m'étonne pas que du coup, vous vous intéressiez à ce genre de webinaire. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens du monde conventionnel qui viennent se renseigner sur tout ça. Dans ma boîte, toutes mes propositions sont entendues et considérées. Alors là, effectivement, vous n'êtes que 18% à répondre à ça. Donc, ça montre bien que même dans les organisations qui ne sont pas pyramidales, les 40% là, il y a encore un certain nombre qui n'ont pas mis en place des espaces ou cette règle du jeu où toutes les propositions doivent être prises en compte. Alors, je parlais tout à l'heure surtout des décisions stratégiques, parce que si on doit prendre absolument en compte toutes les idées opérationnelles, là, c'est pas forcément, ça devient très compliqué et là, on n'a pas aujourd'hui d'outils pour ça. Okay, j'observe que pour être accepté ou apprécié, je me conforme. Là, vous êtes toujours 41%. Et vous êtes 33% à dire que c'est difficile d'être minoritaire et de l'assumer. Ok, je suis surpris. Pour moi, quand j'interviens dans des organisations comme ça en tant que membre, par exemple dans une association, ce genre de choses, j'ai toujours beaucoup de mal à assumer ça. Bon, de plus en plus quand même, j'essaye de développer ma souveraineté individuelle, mais ça reste compliqué. Excuse-moi Yannick, je vais te couper. Ouais. Je vois que le temps passe et il y a des questions qui sont intéressantes dans le chat et je pense qu'on pourrait répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans, j'ai dit le chat, mais ce n'est pas dans le chat qu'il faut les poser, c'est dans l'espace questions et réponses. Il y avait Danila qui demandait, qui dit décision, dit responsabilité. Comment partage-t-on la responsabilité ? Alors, c'est une bonne question. En fait, dans le paradigme actuel, effectivement, on considère que dès lors qu'il y a un chef, c'est lui qui porte la responsabilité. Et lorsqu'on prend une décision, si elle est mauvaise, c'est lui qui va devoir assumer la responsabilité. Ça, c'est dans le paradigme actuel. Dans le paradigme coopératif, c'est très différent. On est tous responsables des décisions qu'on prend en commun. Et même si notre esprit coopératif, il doit émerger dans un monde qui ne l'est pas et qui considère que légalement, on va taper sur la tête, quoi. Si la tête fait, si l'organisation fait une connerie, on va aller chercher le chef et puis on va l'amener dans un tribunal. Le chef, en fait, il faut pas l'oublier, a autant de pouvoir dans une organisation sociocratique que les autres membres. Je vous rappelle, pouvoir de faire des propositions et le pouvoir d'objection. Donc, ce fameux chef, si un jour son organisation a fauté, a fait une connerie, effectivement, il va se retrouver au tribunal, etc. Ça, il ne peut rien pour l'instant par rapport à ça. Et puis, il risque d'être très ennuyé. Mais en réalité, il a pu utiliser son pouvoir d'objection au moment de la prise de décision. S'il ne l'a pas fait, oui, il sait qu'effectivement, il risque quelque chose et plus que les autres. Mais voilà, il a tout à fait le pouvoir d'utiliser son objection au moment où on lui demande. Donc, en réalité, ça ne fait pas perdre du pouvoir au chef, mais ça lui en fait gagner. Parce qu'imaginez, dans une réunion, dans un CODIR, par exemple, où on est une dizaine à réfléchir à une proposition, il n'est pas tout seul dans son bureau à se dire « bon, il faut que je prenne la bonne décision, parce qu'attention, si je me plante, je risque de gros problèmes ». Il a 9 personnes avec lui qui réfléchissent et qui, dans leur cerveau, sont tout ensemble à se dire « bon, est-ce que j'ai une objection à faire passer cette proposition, à la transformer en décision ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences fâcheuses ? Sur les 10, ça m'étonnerait s'il y a des conséquences fâcheuses. Il y a moins de risques de ne pas les voir, parce qu'on est 10. Quand on est tout seul dans son bureau à réfléchir, on peut passer à côté d'informations. Moi, je l'ai vécu dans mon organisation, donc je peux en témoigner. Une secrétaire nous a permis de ne pas nous planter en nous donnant des infos qu'on n'avait pas. Et si on avait fonctionné de manière classique, on serait allé dans le mur. Voilà, grâce à ce système. Merci à Marie-Claire, elle est peut-être là aujourd'hui d'ailleurs. Elle nous a évité d'aller dans le mur.
Et est-ce qu'il y a peut-être une autre question? On est un petit peu en retard. Si on veut essayer de terminer à l'heure, s'il y a des gens qui doivent nous quitter, est-ce que tu pourrais répondre synthétiquement? Comment créer des espaces de gestion de conflits, par exemple? C'est Christelle qui pose cette question. Ouais, alors là, il y a des gens, il y a des groupes en ce moment qui réfléchissent à ça de manière assez poussée. Je te renvoie vers les systèmes restauratifs. Si tu peux taper ça sur Internet, c'est pour l'instant, pour moi, ce qu'il y a de plus développé en termes de réflexion sur tout ça. Donc, système restauratif, c'est des gens issus de la communication non violente qui ont commencé à développer des choses au Brésil. J'ai vu qu'il y avait une personne du Brésil aujourd'hui avec nous, ben voilà, dans les favelas, où il y a des relations hyper violentes. Un CNViste, M. Barter, je crois, a commencé à développer des expérimentations hyper intéressantes. Et en fait, l'idée, c'est de dire que toute organisation qui se voudrait bienveillante se doit absolument de mettre en place des outils de gestion de nos tensions, de nos difficultés, pour qu'on puisse se dire les choses. Alors après, il y a plein d'outils. Voilà, on peut aller chercher un médiateur. Nous, avec Nathalie et Elie et la Cohésion internationale, on développe aussi plein de choses autour de la médiation. On a des outils qui peuvent permettre ça lorsque la tension arrive tout juste. Et puis parfois, quand elle est importante et qu'elle est bien ancrée, il faut des outils un petit peu plus puissants. Et puis, il faut de la méthode, il faut du temps pour gérer ça. Mais c'est du temps qu'on va gagner sur plein d'autres choses après. Voilà. Imaginez combien ça coûte un licenciement. Si grâce à ces outils-là, on peut éviter du turnover, on peut éviter des arrêts maladie qui tombent de partout, voilà, on peut éviter des burn-out, ben, ma foi, on gagne à la fois en efficacité énormément, et puis on gagne aussi en qualité de vie au travail. Je vais mettre fin à ce temps de questions-réponses, juste pour vous laisser la parole pour les réactions. Vos questions, gardez vos questions et continuez à en poser. À la fin du webinaire, on restera 30 minutes de plus pour répondre à vos questions. Mais s'il y a des personnes qui doivent nous quitter, je veux leur laisser le temps de réagir si elles le souhaitent. Donc, comme tout à l'heure, je vous invite à lever la main si vous voulez réagir. Donc, c'est vraiment une réaction. Ce n'est pas les questions, ce sera pour après. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient prendre la parole? Alors, je vous rappelle, c'est dans dans les onglets du bas. Vous pouvez lever la main. Nathalie. Oui, simplement, je ne sais pas si je rebondis un peu par rapport au témoignage de Jérôme Fessard, qui nous expliquait que lui-même était dans un fonctionnement de compétition et que du coup, il fallait qu'il prenne sa place. Et moi, personnellement, dans les organisations, j'ai toujours été quelqu'un qui écoute, qui suis dans l'écoute, qui souhaite pas prendre la place de l'un ou de l'autre, qui fasse attention donc à la liberté de chacun et notamment parfois j'en oubliais même la mienne automatiquement, puisque c'est vrai que dans ce genre d'organisation où la compétition est très forte, enfin où les gens veulent toujours la part du gâteau, veulent toujours être... c'est difficile de se recentrer quand on n'a pas du tout cet état d'esprit. Et comment fait-on pour avancer? Parce que personnellement, j'ai pas réussi à avancer dans les organisations comme ça, hiérarchisées, pyramidales, puisque tout le monde, c'est pas du tout évident. Donc, je suis sortie de ce contexte en voulant créer ma propre entreprise, en voulant créer justement sur justement l'accompagnement managérial, mais autrement. Et j'ai même du mal, même dans ce monde de l'entrepreneuriat, où il y a aussi ce système de compétition et de pouvoir, à aussi m'imposer en tant qu'entrepreneur. Donc, je me dis que ce soit en entreprise, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, comment faire quand on est dans un autre état d'esprit et que pourtant on met tout en avant et voilà, avec toute... Enfin, je ne vais pas m'étaler, mais je pense que vous avez compris l'esprit. Donc voilà, je pose ma question, comment peut-on faire dans ces systèmes-là? Merci Nathalie. Alors je vois, c'est une réaction question et la question, je vous invite à la garder. On va la garder, on y répondra à la fin du webinaire pour laisser peut-être la possibilité à une autre personne de prendre la parole. Je vois Pascal lever la main, Franck aussi. Nathalie, je te laisse choisir. Salut Pascal. Oui. Pascal a la parole.
Bonjour à tout le monde. Oui, juste une réaction, un complément pour la gestion des tensions. On parlait du cercle restauratif et quand j'ai fait mon stage de cercle restauratif d'un week-end, on nous a bien fait comprendre que le cercle restauratif était un élément du système restauratif et qu'il faut bien qu'on pense tout un système qui est la prévention, la gestion de la tension et l'accompagnement post-tension. Et notamment, ce que vous disiez dans vos 5 conseils, Yanis, dont tu disais, hein, qui a été aussi pris dans le premier webinaire par Nathalie, c'est ce pouvoir d'expression et vraiment créer ce cadre sécurisé pour que la personne puisse tout de suite dire tiens, je sens moi qu'il y a quelque chose ou je sens que voilà, et de pouvoir tout de suite s'exprimer et dès le départ pour que cette tension soit déjà exprimée et pouvoir être gérée avant que ça crée effectivement, comme tu le disais, une accumulation et que ça prenne toute une complexité. Donc n'oubliez pas que il faut vraiment penser tout un système préventif et que ça passe premièrement par ce climat sécurisé, de pouvoir s'exprimer en toute sécurité et confiance et que l'animateur est garant de ça et le leader normalement aussi doit être attentif à ça, ce qu'on appelle le chef en fait, être attentif à ça, que tout le monde puisse se sentir à l'aise, complètement à l'aise et ce côté vraiment humaniste et humain et c'est là où on gagnera en efficacité et en plaisir. Merci, voilà. Merci Pascal. Peut-être qu'on donne la parole rapidement à Franck. Franck, vous n'avez pas la parole, il suffit d'activer pardon, excusez-moi, je l'avais. Oui. Donc, Franck, je me suis présenté brièvement. Donc, comme Jérôme Fessard, j'ai travaillé dans le secteur de la restauration pendant 18 ans, mais pas en tant que chef, en tant que responsable administratif, social et comptable. Et contrairement à lui, moi, j'ai travaillé dans un groupe où il y avait un esprit totalement collaboratif. Et j'ai eu du mal quand j'ai quitté ce groupe à retrouver cette ambiance-là de travail. Et donc, par diverses expériences où je suis tombé, par exemple, sur des gens qui sont bornés, qui sont réticents à tout changement. Donc, quand vous tombez sur des gens comme cela, comment voyez-vous les choses? Moi, j'ai pris ma solution qui a été de me remettre à mon compte pour me remettre dans le travail collaboratif. Merci Franck. Je vous invite à garder votre question, pareil, à la poser dans l'espace questions-réponses. C'est la fin de ce webinaire. Donc, pour ceux qui doivent partir, vous allez pouvoir y aller. Yanis, tu veux prendre la parole rapidement? Oui, très rapidement, 2 secondes, c'était pour vous partager ça, parce que du coup, j'expliquais tout à l'heure comment pouvoir aller plus loin dans tout ça, puis pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Là, il y a une foultitude de questions importantes. Nathalie et moi, on a mis en place ces formations. Donc, on va travailler sur 3 niveaux, sur le niveau structurel, le niveau opérationnel et le niveau relationnel. Donc, je commence très rapidement, et j'en ai pour 1 minute. Au niveau relationnel, il y a 3 formations qu'anime Nathalie, travailler ensemble avec nos différents profils de personnalité, sur la communication coopérative, comment développer l'efficacité et la bienveillance, et puis travailler ensemble malgré nos désaccords et nos différences. Je t'invite, Nat, si tu veux bien, à mettre le lien vers le site internet dans le chat pour que les gens puissent éventuellement retrouver tout ça. Et puis moi, j'anime 3 modules de formation. Un qui est manager en coopération avec la sociocratie, un autre sur améliorer l'animation des réunions d'équipe et les CODIR, et puis, du coup, concevoir et animer une démarche participative. Voilà. Donc là, on a 3 jours à chaque fois, à peu près, c'est ça, je crois, un module, pour pouvoir vraiment aller plus loin dans notre réflexion sur toute cette question de la répartition du pouvoir, de quels outils on utilise, etc. Et là, forcément, on est plus outillé pour retourner dans son organisation et essayer de faire avancer les choses. Voilà. Merci. Eh bien, c'est la fin de ce webinaire. Si vous rencontrez cette problématique autour de la gestion du pouvoir dans les organisations, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un d'entre nous. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire à nos formations, comme Yanis vient de le dire. Vous recevrez un mail d'ici 48 heures où vous aurez un lien vers le replay. Si ce webinaire vous a plu et que vous pensez qu'il pourrait intéresser
des gens autour de vous, n'hésitez pas à le diffuser. Dans ce mail, vous aurez aussi nos contacts avec le lien pour les formations. À ceux et celles qui doivent partir, vous pouvez nous laisser aussi vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, dans le chat. Et nous, on reste encore pendant 30 minutes pour répondre à des questions supplémentaires. Et si vous avez des idées d'amélioration pour nos webinaires, on est preneurs. On essaie toujours d'apporter des petites améliorations. Donc, merci d'exprimer votre créativité. Ou des sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde. Si c'est dans notre champ d'expertise, on s'y attellera. Il y avait Hicham, j'espère que je prononce bien votre prénom, qui demande comment acquérir la compétence d'esprit de synthèse et force de la proposition. Alors, tu veux bien redire, Eddy ? Alors, je ne comprends pas très bien la question. Comment acquérir la compétence d'esprit de synthèse et force de la proposition? Bon, alors, sur la première question, esprit de synthèse, moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis très extraverti, j'ai moi-même ce problème. Donc, je ne sais pas de quoi te répondre, Hicham. Il faudrait chercher un petit peu sur Internet, voir s'il existe des formations là-dessus. En tout cas, ce qu'on fait, alors ça ne va pas forcément aider vraiment les gens à avoir un esprit de synthèse, mais dans nos techniques d'animation, dans nos réunions, on va utiliser beaucoup les tours de cercle. On va demander à chacun de prendre la parole. Nous, en cohésion, on utilise aussi un certain nombre de gestes pour montrer aux gens lorsque, voilà, là, il y a digression, lorsque ça prend trop de temps. Et donc, ça va aider les extravertis plus à s'auto-cadrer un petit peu. Après, moi, ça fait quand même quelques années que j'utilise tous ces outils-là. J'observe que j'ai toujours autant de mal à être synthétique. Bon, voilà. Mais en tout cas, dans les réunions, je ne peux plus prendre autant de place que ce que je prenais dans les réunions classiques du temps où je fonctionnais de manière plus classique. Voilà. Il y a un spectateur anonyme qui demande si l'excès de coopération, de solidarité, l'esprit de corps peut être nuisible à une organisation. Et il cite l'exemple sur les impunités dans les dossiers de violences policières qui nuisent à l'image de l'ensemble de la police. Les supérieurs devraient-ils être jugés plus responsables de leurs actes? Je suppose que c'est ça. Ouais, super intéressant. C'est la première fois qu'on pose cette question-là. Et puis l'exemple est intéressant. Alors, moi, j'ai l'impression que ce qui se passe, l'exemple est bon de la police, ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas de sécurité, c'est-à-dire que les policiers se sentent attaqués et qu'ils ne se sentent pas eux-mêmes en sécurité, eh bien, ils vont avoir recours à cet esprit de corps pour trouver de la sécurité. Maintenant, si vous leur apportez de la sécurité, vous leur dites, voilà, on a le droit d'être critiqué, on va prendre en compte les critiques, parce qu'en fait, les critiques, c'est quelque chose de positif, c'est pour nous faire évoluer. Et de toute façon, chers amis policiers, vous avez le pouvoir d'objection à tout moment. Donc, on ne va rien vous imposer. Et vous avez le pouvoir de proposition parce que vous avez des besoins, vous avez des manques, en fait. Vous avez des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc, vous pouvez faire autant de propositions que vous voulez. Et si personne n'a d'objection, eh bien, les décisions vont être prises, vont aller dans votre sens. Après, ce qui est compliqué, effectivement, là, la question, elle est sur quelque chose qui ne concerne pas une petite organisation, c'est quelque chose de sociétal, ça devient un peu politique. Donc, je vous l'ai dit, toutes les considérations politiques, je les réserve à d'autres webinaires, c'est encore un peu plus complexe. Là, pour aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était de partager qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau dans nos organisations. Donc, on n'est pas en train de révolutionner l'organisation de l'État français. Ça va prendre sans doute un peu plus de temps, mais on est en train d'essayer d'expérimenter de nouvelles formes de gouvernance coopérative dans nos organisations. Et plus on va faire d'expérimentations positives, joyeuses, qui fonctionnent, plus on pourra s'en inspirer peut-être un jour pour transformer le système politique. Voilà. Mais on n'en est pas là, pas aujourd'hui en tout cas. Il y a Clarisse qui demande, c'est plus une réaction, mais peut-être, c'est le manque de prise de décision et d'arbitrage d'un responsable peut parfois créer du mal-être. Et... Oui, mais dans une organisation conventionnelle, bien sûr.
Si le chef, on attend de lui qu'il prenne des décisions dans une organisation pyramidale classique. S'il ne le fait pas, du coup, il n'y a pas de décision prise, donc on n'avance pas, effectivement. Mais là, Clarisse, vous êtes en train de parler de l'ancien paradigme. Moi, ce dont je parle aujourd'hui, le nouveau paradigme coopératif, c'est que les décisions, on les prend ensemble. Donc, on ne peut plus reprocher à son chef de ne pas prendre les décisions, puisqu'en fait, il y a des réunions une fois par mois pour prendre des décisions importantes ensemble. Voilà. Donc, on parle vraiment là de deux choses assez différentes. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je regarde dans le chat s'il y a des questions qui seraient posées au mauvais endroit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le question-réponse. Ouais, je suis surpris qu'il n'y ait pas de questions. Je pense que tout a été très clair. Waouh, j'aurais été synthétique et clair. Il y a Maud qui dit « Je trouve ça dommage de ne pas avoir eu les réponses de Jérôme aux 2 questions qui lui ont été posées. » Est-ce que Jérôme est toujours là? J'ai l'impression qu'il a fait signe tout à l'heure qu'il devait y aller. Ah, ouais. Ok. Ouais. Je sais que Jérôme a répondu à quelques questions en les tapant dans la partie résolue de questions et réponses. Vous pouvez voir peut-être ses réponses. Bon, je vois en tout cas qu'on a un webinaire participatif et coopératif, puisqu'il y a des gens qui répondent aux questions des autres personnes. Ok. C'est parti. Naturellement, vous voyez, on coopère. Il y a une question de Paul. Alors, une remarque, vous n'évoquez pas du tout la question du pouvoir sous l'angle de l'analyse systémique. Est-ce un choix? Si oui, comment vous l'expliquez? Et dans le témoignage de Jérôme Fessard, on voit bien que c'est un système d'acteurs qui est en place et qui est source de souffrance. Ouais, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure avec mes histoires de pyramide et puis le deuxième dessin, où on voit toutes les relations, etc., qui sont hyper compliquées. Donc, peut-être que vous auriez aimé que j'aille plus loin dans cette analyse systémique. En tout cas, ce que j'ai voulu dire, pour être quand même synthétique et aller droit au but dans ce webinaire où le temps est compté, c'est que la forme, le design, donc le système dans lequel on s'insère en tant qu'individu pour fonctionner ensemble, va avoir des conséquences sur nos comportements, effectivement. Et donc, on perd en souveraineté. Si je rentre dans un système qui conditionne mes comportements, mes positions, etc., je perds en souveraineté individuelle et je deviens un petit peu comme un robot, quoi. Je deviens un petit peu comme un pion sur un échiquier. Et la question, c'est qui est-ce qui est en train de jouer et à quel jeu on joue. Donc nous, en mode coopératif, en sociocratie, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, bon, on va déjà se mettre d'accord sur quel est l'objectif à atteindre, à quel jeu on veut jouer. Est-ce qu'on veut jouer à un jeu d'échiquier où on est les uns contre les autres, ou est-ce qu'on veut jouer à un autre jeu, plus collaboratif, où on se donne des objectifs communs, et puis on met en place des moyens, on décide ensemble pour les atteindre. C'est plus à ça qu'on veut jouer. Donc pour ça, il faut sortir des systèmes qui induisent tous ces comportements inconscients et tenter de mettre en place des systèmes qui vont nous permettre d'être plus conscients de ce qui se passe, d'être pas simplement acteurs, parce que j'entends souvent les gens dire oui, mais alors on n'est pas acteur dans nos organisations. Si, chacun est acteur, chacun agit, pas toujours en conscience, mais chacun agit. L'important, et ce qu'on cherche en sociocratie, c'est pas tant être acteur, c'est être l'auteur et être chacun les co-auteurs de l'histoire qu'on est en train d'écrire. Au final, de la société qu'on est en train de construire et de la vie qu'on a envie de vivre. Parce qu'on passe quand même plusieurs heures par jour au boulot avec ses collègues. Donc, autant que ça se passe bien, autant qu'on soit efficace, autant qu'on soit utile au reste de l'humanité, plutôt que de faire des choses simplement pour gagner de l'argent ou pour, je sais pas, quel objectif pas toujours très valorisant et qui peuvent avoir des conséquences très fâcheuses sur l'environnement, sur le reste de l'humanité. Alors, Jérôme est le retour. Oui, alors je n'ai pas vu, effectivement, j'ai répondu à quelques questions, mais je n'ai pas vu les 2 questions en question, justement.
C'était quoi les questions, Élie, qui étaient posées à Jérôme? Tu les as? Je ne les vois pas. Est-ce qu'elles ont été mises dans résolu? Hmm. Il y avait Nathalie aussi qui posait une question tout à l'heure. Ouais, est-ce que la personne qui avait des questions pour Jérôme pourrait les reposer dans l'espace questions-réponses? Et en attendant qu'on retrouve la question, il y a Laurent qui demande: et si les membres de l'organisation veulent ou demandent une organisation horizontale, mais sans avoir la responsabilité en cas d'échec ou sans s'engager dans les décisions prises, c'est-à-dire sans soutenir la décision après coup, avec une attitude paradoxale. C'est la question, je pense, de la responsabilité qui va avec le pouvoir. Je souhaite une organisation horizontale, mais attendre mon manager qu'il décide, et par la suite, parfois, critiquer la décision. Alors, je ne comprends pas. Si c'est une organisation horizontale, il n'y a plus de manager. Donc, là, il y a un mélange là. Il nous parle d'une organisation qui serait horizontale, mais avec des managers. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, je pense que ce qui est important à comprendre ici, c'est quand on passe… ce qui est intéressant, tout n'est pas mauvais, en fait. Dans les organisations pyramidales, il y a… pour tout ce qui est opérationnel, c'est bien qu'il y ait une personne à la tête qui ait une vision globale, en fait, de comment ça se passe et qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient perdus. Après, que cette personne ait tous les pouvoirs, c'est vraiment de faire la distinction entre tout ce qui est opérationnel et stratégique. Que toutes les personnes qui vont être impactées par la décision, en fait, ça, c'est d'ordre stratégique. C'est-à-dire, à ce moment-là, on peut… il faut qu'elle soit prise en compte, qu'elle puisse s'exprimer au moment de prise de décision. Mais on ne peut pas non plus… le risque, en fait, si on part tout horizontal, c'est de perdre en efficacité, en fait. Que ce soit des choses où, pour se mettre d'accord, on va mettre vraiment énormément de temps pour répondre à tes questions et du temps qu'on n'a souvent pas. C'est ce que je répondrais à cette réaction. Ouais, peut-être… pardon, tu en avais une autre ou… J'avais une autre question après. Ouais, bon, alors vas-y. Alors. Et désolé, je pense qu'il faudrait qu'on creuse un petit peu pour bien comprendre la question. Ouais. Une question. Si on sort du contexte boîte privée, je me pose la question de l'intégration de la sociocratie à l'école et de manière générale avec les enfants. N'y a-t-il pas une certaine opposition à l'idée qu'un enfant a besoin de se confronter au pouvoir adulte d'après la connaissance des psychologues? Y a-t-il un âge de la raison sociocratique d'après vous? Bon, alors, je me pose beaucoup la question parce que je suis papa de 5 enfants. Mon grand a 18, mon petit a 8 ans. Et que depuis l'arrivée du premier, assez rapidement, j'ai voulu mettre en place des cercles sociocratiques dans ma famille. Alors, au début, avec 2 tout petits qui ne parlent pas, c'est compliqué. Mais en réalité, on a beaucoup travaillé avec Nathalie sur cette question-là et on a découvert qu'on pouvait s'inspirer des principes sociocratiques, y compris dans la relation à 2, en fait. Donc, la relation de couple, quand il s'agit d'une famille, mais la relation à 2, ça peut être de 2 collègues. Et qu'en fait, on peut s'inspirer du process de décision par consentement, que j'ai brossé de manière très rapide tout à l'heure, pour négocier les choses à 2. Quand il y en a un qui veut, quand un des 2 veut quelque chose, puis que l'autre n'en a pas envie, eh bien, on a un process pour fluidifier ça, en fait. Bon, alors, pour revenir à la question sur l'éducation, je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, je fais des cercles assez régulièrement dans ma famille. Mon petit de 8 ans participe. Alors, c'est pas toujours facile parce que les cercles, ça demande d'être un peu posé, de prendre le temps de s'exprimer, d'écouter les autres. Quand on a 8 ans, c'est pas toujours facile quand on a beaucoup d'énergie. Donc, il y a une négociation autour de ça. Et puis, par contre, ce qui me semble assez impressionnant, c'est de voir comment certains de mes enfants, à certains moments, se comportent comme des… Alors, c'est adulte au sens de l'analyse transactionnelle. Pour ceux qui connaissent, voilà, il y a différentes postures, la posture de l'enfant, la posture de l'adulte et la posture du parent. J'ai en tout cas ma fille de 16 ans qui, à plein de moments, passe dans cette posture très particulière où elle va parler avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité,
Et du coup, j'observe que ça a tendance à influencer aussi le reste de la famille. Alors, pas tous. Alors, j'espère qu'il ne m'écoute pas, mais mon grand, de temps en temps, je ne sais pas s'il est en train de me regarder, il a 18 ans pourtant, mais quand on parle de sujets qui le concernent et qu'on est en train de dire que peut-être il consomme un peu trop d'écran ou ce genre de choses et qu'on lui demande qu'est-ce que tu en penses, etc., eh bien, moi, je crois observer qu'il reste sur sa position d'aller vers son plaisir immédiat sans avoir cette capacité pour l'instant à se mettre en position méta et à voir ce qui se passe avec sagesse, avec distance et à pouvoir vraiment avoir la posture socio-critique. Donc, je ne sais pas quoi répondre. Il y a sans doute un âge, ouais. En tout cas, il y a plein d'expérimentations qui sont faites autour de ça et que je trouve absolument intéressantes. Plutôt que de soumettre les enfants à l'autorité des adultes très rapidement et pas sur tous les sujets et pas à n'importe quel moment, mais leur donner cette expérience à vivre. Et bah, tiens, là, il y a une proposition qui est faite où on doit prendre une décision qui va tous nous impacter. Et si on prenait en compte la vie de chacun, pour commencer, et si on vérifiait s'il n'y avait pas d'objection, plus tôt on va faire ça, me semble-t-il, plus tôt on va montrer que nous sommes des adultes bienveillants vis-à-vis des enfants, plus les enfants vont se développer là-dedans. Et lorsqu'un jour ils seront chefs étoilés, ils se comporteront peut-être différemment de ce qu'a pu vivre Jérôme qui l'a amené au burn-out. En tout cas, c'est ce que j'espère. Il y aura sans doute aussi des conséquences peut-être un peu négatives, surtout tant que nous-mêmes, adultes, on est la première génération qui expérimentons tout ça. Donc, on fait des erreurs, on fait des conneries. Donc, plus on en fait, plus on aura comme conséquence des choses pas terribles, plus on sera intègre et propre dans notre manière d'incarner ça, plus ça devrait se développer de manière juste, me semble-t-il. Il y a Karine qui demande si on aurait un exemple très efficace de gestion pyramidale, gestion collaborative, un mix des deux, pour déconstruire une équipe de jeunes qui, bien que n'ayant rarement ou même parfois jamais travaillé dans des structures classiques, sont très formatés à la décision verticale. Merci. Alors, tu peux la reformuler, elle est un peu complexe, la question. Si je la reformule. Ouais. Je pense que c'est un exemple de gestion pyramidale, d'un mix en fait, un exemple de structure qui fonctionne de façon collaborative, qui fonctionne très bien. Et je pense dedans, il y a deux questions en fait. Il y a l'autre question, elle se pose la question avec des jeunes qui sont formatés à la décision verticale et qui sont habitués à ce qu'on leur impose des décisions. Comment est-ce qu'on fait avec eux? Si la question c'est comment on fait, c'est hyper simple. On fait ce qu'on apprend en formation, on utilise le process de décision par consentement, etc. Moi, je suis intervenu dans des lycées sur des formations pour déléguer ou au travers de jeux, etc. On leur a fait, je les ai fait réfléchir sur toutes ces questions-là. Et puis ensuite, je leur donne la parole. Il y a des tas d'outils très participatifs, le débat de position, le fishball. Enfin, dans mes formations, je partage plein d'outils qui permettent la participation des gens et donc des jeunes. Enfin, vous prenez des jeunes, ils ont plein de choses à dire. Donc, il suffit de poser les bonnes questions qui les intéressent, de mettre en place les outils, soit des outils dynamiques, où on ne s'ennuie pas à regarder quelqu'un parler pendant une heure. Et puis, en fait, très naturellement, ils vont participer. En fait, moi, je pense que tous les outils dont on a parlé aujourd'hui, ils vont vraiment prendre leur essor dans les années à venir parce que les générations Y, Z sont vraiment complètement faites pour ça. Là où c'est plus difficile, c'est pour les personnes âgées, dans des associations ou dans des conseils d'administration, par exemple, parce que j'en accompagne, où les gens ont entre 70 et 90 ans, là, c'est hyper compliqué. Ils ont du mal à se déformater, à accepter de faire quelque chose de différent de ce qu'ils connaissent et à jouer à un jeu collaboratif alors qu'ils n'ont peut-être jamais fait ça de leur vie. Par contre, un jeune de 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous lui donnez ça, il est prêt. Donc, en fait, ça se fait très facilement. J'allais poser cette question là. Tac. Il y a Anne qui demande
qui pose la question comment se battre contre des moulins à vent sans s'épuiser? C'est pas possible. Faut pas se battre. Est-ce qu'elle donne un exemple ou pas? Ben, en fait, c'est une réaction au début. Bon, je vais lire tout le commentaire. Merci beaucoup pour ce webinaire, effectivement très synthétique et très intéressant. Pour avoir essayé de développer dans ma structure un système collaboratif et coopératif, cela me fait penser que j'étais certainement sur la bonne voie. Mais comment se battre contre des moulins à vent sans s'épuiser? J'espère que le futur nous montrera qu'il existe cet autre chemin pour le bien de tous. Oui, ben, j'ai vécu ça aussi, donc je ne peux que compatir très naturellement. Ce que je peux expliquer à cette dame, c'est que si elle est dans un combat, déjà, c'est qu'elle est au mauvais endroit. Puisqu'elle a comme objectif de coopérer et qu'elle parle de combat, c'est que ça ne va pas. Donc, dans sa posture, il y a un truc qui ne va pas. Bon, c'est facile à dire, mais donc comment faire? En fait, l'endroit où on a le plus de pouvoir, c'est sur soi-même. Donc, l'idéal, ce serait d'apprendre à devenir coopératif, soit avec soi, soit avec les autres, et que même sans technique, sans toutes ces choses-là, dans un premier temps, elle puisse, grâce à une posture sur laquelle, alors comment travailler ça? Faut aller en formation, travailler sur ces choses-là, être capable de se mettre en position méta, pouvoir dire ce qui est inconscient dans la tête des gens qu'elle côtoie et qu'elle voit. J'ai déjà vécu ça. Moi, certains de mes stagiaires m'ont relaté aussi des choses comme ça. Et moi, ça m'est arrivé dans des organisations où je voyais les jeux de pouvoir se mettre en place et de pouvoir dire, voilà, j'attends de pouvoir prendre la parole, je lève la main, je vois que tout le monde se coupe la parole, etc. Moi, je suis seul à lever la main. Et puis l'animateur qui joue pas son rôle, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ah merde, il y a quelqu'un qui lève la main. Il faudrait peut-être lui donner la parole. Parfois, c'est les participants qui lui disent, il faudrait peut-être lui donner la parole parce qu'on n'arrête pas de se couper là. Puis l'animateur me donne enfin la parole. Et là, j'essaye, parfois je me suis planté, hein, mais parfois je pense avoir réussi, de pouvoir partager quelque chose, c'est ça, grâce à une position méta, dire écoutez, moi je suis mal à l'aise, parce que dans la situation actuelle, moi je préférerais largement, je trouverais plus efficace qu'on coopère, qu'on s'écoute, qu'on se coupe pas la parole. Et puis je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont intéressantes, mais qui fusent de partout, et puis on les écoute pas jusqu'au bout. Donc, moi, j'ai envie de coopérer. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une énergie trop haute, trop rapide. Et j'aimerais inviter l'animateur à faire en sorte déjà, on respecte bien la parole de chacun. Et que chacun ait le temps d'exprimer son idée jusqu'au bout. Et rien que ça peut vraiment changer les choses. Et puis, parfois, je vais plus loin. Il m'arrive de dire, écoutez, je vous propose d'animer cette réunion parce que j'ai des techniques innovantes. Si ça vous intéresse, je vous les montre. Et la plupart du temps, les gens sont plutôt contents d'expérimenter ça. Et à la fin, je prends le temps de faire un petit bilan pour leur dire, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des critiques? Est-ce que vous pouvez nous donner des idées pour améliorer les choses? Pour montrer qu'on n'est pas dans quelque chose de dogmatique non plus. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est sans doute améliorable. Et avec le temps, les générations à venir, elles vont améliorer. Aujourd'hui, je vous ai parlé de sociocratie, mais demain, on fera d'autres choses. On parle déjà de plein d'autres modèles en ce moment. Les gens qui essayent de les classifier, de voir qu'est-ce qui est le meilleur modèle et tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop. L'idéal, c'est d'expérimenter, de voir ce qui est bon pour soi, de garder ce qui est bon pour nous dans notre organisation. Et puis, ce qui ne nous convient pas, on ne le prend pas. Voilà. Il y a une question pour Jérôme Paul qui lui demande s'il est possible de savoir comment est-ce que vous avez dévié votre route et quels sont les principes qui te guident désormais? Alors, ce qui a dévié ma route, c'est que j'ai négocié mon départ, tout simplement. Enfin, ce qui m'a fait dévier, c'est un mal-être, un manque de pouvoir créer, et puis d'arriver au bout d'un trop-plein dans les comment dire, les questions qui étaient, ou les observations qui étaient faites tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très juste. Il disait que dans ces métiers ou dans ces entreprises extrêmement pyramidales, on met une sorte de costume. Voilà, on est le méchant du coin, entre guillemets, où on est le chef. Et je reviens sur cette notion de chef, où on est appelé par un titre.
Et ça, c'est très important dans la restauration. Le titre de chef, on ne se rend pas compte à quel point ça désociabilise ce titre-là. Ça peut paraître prestigieux, ça peut paraître, mais c'est très redondant. Et voilà, on est le chef. Même le patron, puisque quand on est en général, on n'est pas le patron, mais même le patron vous appelle chef. Donc, c'est un peu particulier comme rapport. Après, voilà, pour venir, voilà, moi, j'ai dévié parce que je n'arrivais plus à créer, je n'arrivais plus à exprimer la cuisine que j'avais envie de faire. Donc, j'ai tout simplement, et puis j'avais compris que j'étais à la fin d'une histoire, en fin de compte. Donc, j'ai négocié mon départ. Je suis resté 1 an sans travailler, et puis j'ai rebondi avec l'ouverture de mon propre restaurant, mais effectivement sous une autre forme. Merci Jérôme. Voilà. On arrive à la fin du webinaire, il est 28, il nous reste 2 minutes pour faire notre ronde de clôture et puis mettre la vraie fin du webinaire. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment, Yanis, Nathalie, Jérôme? Vous pouvez prendre la parole et dire synthétiquement comment a été ce moment pour vous. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a eu beaucoup de réactions, un peu de frustration de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, de ne pas pouvoir donner la parole à tout le monde, mais voilà, c'est le jeu. Et voilà, merci à Jérôme d'être venu partager ce moment avec nous. Et bravo Yanis pour tes interventions, bravo Élie pour l'animation. Et à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter si vous ressentez le besoin. Je laisse. Je prends du coup. Moi, j'étais ravi. Merci, Élie, pour l'animation. Parce qu'effectivement, l'exercice de webinaire, il n'est pas simple. Il y a plein de choses à faire. Donc, merci à Nat pour la partie technique. Moi, je ne me suis pas embêté à regarder les questions et tout ça, parce qu'il y en avait trop. Je voyais tout ça défiler, mais je n'arrivais pas à lire et à parler en même temps et à réfléchir. Donc, ça prouve bien qu'on va beaucoup plus loin en coopérant que lorsqu'on veut faire les choses tout seul. Élie, j'ai apprécié ta manière de bien cadrer les choses, de respecter le timing. Et puis Jérôme, j'ai énormément de gratitude parce que tu es venu à la maison il n'y a pas longtemps, tu m'as raconté ton histoire et quand tu m'as raconté ça, je me suis dit mais il faut absolument que tu témoignes dans mon webinaire. Voilà, ça me semblait parfait et tu as dit OK. Donc merci d'avoir su prendre la balle au bon et c'est super sympa, un très bel exemple que ce que tu nous as raconté. J'espère que ça va inspirer des dirigeants qui peut-être vivent des choses un peu similaires. Mais peut-être ils n'étaient pas là, ceux-là. Peut-être pas, je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas. Mais merci à toi aussi de la proposition. C'est vrai que c'est toujours intéressant de parler de son parcours. Alors, comme je l'ai dit, c'est effectivement le mien. On voit effectivement à travers toutes les questions-réponses que tout le monde vit quelque chose de particulier dans son entreprise finalement. Donc, ce n'est pas forcément facile de trouver son chemin dans cette jungle, mais grâce à des webinaires comme celui-ci, ça permet d'exposer ses idées, de partager et peut-être de trouver des réponses à ces questions. Voilà, merci à toi. Moi, je suis très content aussi des différents échanges. Il y a eu beaucoup de monde aussi. C'est un succès. Je n'ai pas toujours été très à l'aise. J'ai un petit peu cafouillé avec la pression des questions. Ce n'était pas tout au bon endroit. J'espère qu'on n'a pas loupé de questions et que vous n'êtes pas frustrés à côté. J'ai fait de mon mieux et je suis très content. C'est l'avantage aussi de travailler avec des gens qui coopèrent. Moi, ça m'aide vraiment, où je me sens plus à l'aise et je me mets moins de pression en fait pour être parfait. Je fais de mon mieux et c'est accepté. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Et avec ça, on peut mettre fin au webinaire, je pense. Je laisse Jérôme qui est en train de répondre à une dernière question. Donc, je te laisse le temps de taper, Jérôme, et puis après, je mettrai fin au webinaire. En tout cas, merci aux personnes qui ont pris le temps de venir s'informer sur tout ça. C'est super chouette dans des moments de quasi-confinement de sentir que bon, on n'est pas tout seul et qu'on est malgré tout connecté grâce à Internet. Le fait que vous ayez été si nombreux, ça c'est super chouette pour nous. Donc, bravo les collègues, belle réussite, on a bien bossé. Bon Jérôme pour toi? C'est tout bon.
J'envoie. Salut Jérôme, à bientôt. Merci, à On fera un bientôt. petit débrief tous les deux. Ouais. Et puis Nat et Ellie, on va se retrouver sur Zoom de l'autre côté pour faire un débrief. Ok, très bien. À tout de suite. À bientôt pour les autres. À bientôt, merci. Salut Patricia, Pascal, Olivier, Nelly, Simon, Sylvain. Et qui d'autre? Muriel, Michel, Hicham, Jean-Philippe, François. Salut François. Émilie. À bientôt tout le monde.